à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 4e épisode de notre série de webinaires Next Infra. Merci d'être là, que vous soyez DSI, responsable infrastructure, dirigeant, dans le public, dans le privé ou simplement en train de vous poser les bonnes questions sur l'avenir de votre SI. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais m'adresser directement à vous, vous qui nous regardez, vous êtes déjà quelques-uns en live à nous suivre. Qui parmi vous aujourd'hui a déjà eu le sentiment ces derniers mois d'avoir moins le choix qu'avant sur son infrastructure? Moins de levier, moins de visibilité, parfois même l'impression de subir en fait plutôt que décider. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Et cet épisode, on l'a construit autour d'un constat très simple. On parle beaucoup de souveraineté numérique, d'indépendance technologique, de liberté de choix. Mais dans la réalité du terrain, ces notions sont assez floues, parfois idéologiques, pas toujours connectées avec vos contraintes opérationnelles. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, notre objectif est de remettre du concret, du vécu, du pragmatisme dans ces grands mots. Si nous animons ce webinaire aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Donc moi, je suis chez Exodata, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes 3. Je les appelle les 3 mousquetaires. Nous sommes Exodata, Vates et Datacore. Et nous partageons une même vision, celle d'une infrastructure qui doit servir la stratégie de l'entreprise et non l'inverse. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je ne vais pas être la seule aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous présente les intervenants de cet épisode. Attention, préparez-vous. Je vous présente Jonathan. Je vous présente Jean-Baptiste de Vates, on appelle aussi JB, et je vous présente Laurent. Bonjour. Je vais laisser chacun s'introduire en 1 minute. Vous pouvez vous présenter vous, votre rôle et votre structure. Prêt? Bonjour à tous. Je suis très heureux de rejoindre cette session. Donc moi, je suis Jonathan Goldfarb, je suis le directeur commercial du groupe Exodata. Je vais vous dire 3 mots sur Exodata, même si je pourrais en parler pendant plus d'1 heure. Nous, on est une société historiquement réunionnaise, puisque notre siège social est basé à La Réunion. On est un peu plus de 160 personnes pour un peu plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a plusieurs particularités que je vais vous présenter assez rapidement. La première, c'est qu'en fait, on a un modèle atypique et un peu unique dans nos métiers. C'est qu'on a une présence Follow the Sun avec des bureaux sur l'ensemble des territoires ultramarins et en métropole, ce qui nous permet d'avoir un Follow the Sun qui est un modèle que vous avez, que vous connaissez certainement, mais nous, on a un petit plus, c'est qu'on a le French Follow the Sun, puisque l'ensemble de nos territoires sont des territoires francophones. Notre métier s'articule autour de 3 grands pôles. Un pôle historique qui est l'hébergement et l'infogérance, qu'on appelle plus globalement chez nous le cloud. Un deuxième pôle autour de la cybersécurité. Et enfin, un 3e pôle autour du conseil. Et vous allez voir, dans le cadre de ce webinaire, l'ensemble de nos métiers sont très corrélés à au sujet qu'on va aborder. Voilà pour cette petite introduction extrêmement rapide. Eh bien, bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Piacentino, je suis vice-président Alliance chez Vates, c'est-à-dire en charge de la création des écosystèmes qui tournent autour de notre solution. Vates, si vous ne le connaissez pas, c'est un éditeur de piles de virtualisation, une alternative à VMware en particulier, qui a la particularité d'être open source, c'est-à-dire le code est disponible pour tout le monde et vous pouvez le télécharger et l'utiliser comme vous l'entendez. Nous assistons les clients avec du support technique de classe entreprise. On a parmi nos très grands clients la Navy américaine, la NASA, des grandes entreprises européennes, françaises,
qui se base sur nos services. Euh, Petite histoire rigolote, ça fait 14 ans qu'on existe. On est basé à Grenoble originellement et maintenant on opère globalement. Et les 2 tiers de notre chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Donc nul n'est prophète en son pays. Mais pour revenir sur ce que je disais dès le départ, notre solution est une alternative à VMware et on aura l'occasion de reparler de la problématique du choix et des alternatives dans les minutes et dans le courant de ce webinaire. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Hibard, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui en tant qu'invité. Je suis directeur des avant-ventes chez Datacore, je travaille chez Datacore depuis 16 ans maintenant, basé dans le sud de la France, mais ça vous l'entendez peut-être à mon accent. Datacore est un éditeur américain. Alors à l'inverse de Vates, et je te rejoins du coup JB, c'est que la particularité de cette société américaine, c'est que plus de 80% du chiffre d'affaires est fait en Europe, notamment en France. En Allemagne, c'est rigolo. Nul n'est prophète dans son pays, comme tu dis. C'est 2 parfaits exemples. Donc nous, Datacore, on est un éditeur de logiciels basé sur le segment du Software Defined Storage. Donc on propose des solutions pour mieux gérer le stockage existant, donc le stockage que vous possédez aujourd'hui ou que vous aurez demain, quelle que soit la marque, le modèle, la technologie, et surtout ne plus être pieds et poings liés à un constructeur. Et on va développer tout ça durant ce webinaire. Merci à tous pour vos présentations rapides. Et le nouveau format pour ce 4e épisode du webinaire, c'est que je vais profiter de mes 3 invités, un peu comme un format table ronde. Et c'est moi qui vais animer quelques questions qu'on a préparées à l'avance pour ce webinaire. Mais avant d'entrer dans le côté technique du terme, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien avoir une approche un peu originale des animations. Je vais vous poser une question originale. Chez nous, on appelle ça un portrait chinois et on le fait pour introduire les nouveaux collaborateurs chez Exodata. Donc, j'ai choisi une question pour vous tous et l'idée, c'est que chacun à votre tour, vous y répondiez. Le portrait chinois est le suivant. Si vous étiez une valeur, vous seriez laquelle et pourquoi? Je vais commencer par Jonathan. Eh ben moi, en fait, chez Exodata, parce qu'on commence par un E, on a 3 valeurs, l'efficience, l'écoute et l'enthousiasme. Et aujourd'hui, j'en ai choisi une 4e, c'est l'engagement. Et je pense qu'à travers ce webinaire, je ne vais pas en dire plus, vous comprendrez aisément pourquoi. Merci Jonathan. JB? Je suis un peu pris de court, mais je vais dire l'ouverture. C'est au cœur de mon engagement personnel depuis déjà un petit moment, en particulier dans l'industrie du numérique. Et puis, ce que Vates représente aussi, c'est cette capacité à utiliser des solutions ouvertes que l'on peut redimensionner et faire à son image et à ses besoins. Et je pense que c'est une valeur vraiment cardinale et on est en train de sortir du monde du propriétaire pour aller vers du monde de l'ouvert. Merci. Et enfin, Laurent? Moi, du coup, je dirais l'efficacité, mais pragmatique. C'est-à-dire que j'aime quand les choses, elles fonctionnent concrètement. C'est souvent beau sur le papier, mais c'est bien de voir la réalité, le concret. Donc, et toujours trouver, je dirais, le bon équilibre entre la performance, la complexité et le résultat. Voilà. Merci. Et pour vous qui nous regardez en live, vous pouvez réagir sur l'espace commentaire, sur le chat. J'ai aussi une question pour vous que j'avais tirée au sort juste avant le webinaire. Si vous étiez un personnage de science-fiction, vous seriez lequel et pourquoi? Partagez-nous vos réponses dans le chat. Et si pendant le webinaire, vous avez des questions, c'est sur le chat aussi que ça se passe, sur la partie commentaires, mettez vos questions. Si les réponses sont disponibles avec les collaborateurs de Exodata, Vates et Datacore qui sont aussi dans la visio, dans le webinaire, ils vous répondront. Et pour les autres questions, j'en choisirai une ou deux pour, à la fin de cet échange, pouvoir y répondre. Ça y est. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Dans ce webinaire, on va parler de souveraineté, on va parler de Big Bang technologique et enfin du modèle économique dans un contexte où certains changements récents ont profondément rebattu les cartes.
L'objectif pour nous, là, pendant ce webinaire, ce n'est pas de vous dire exactement quoi faire parce que chacun aura un contexte différent, mais on aimerait vraiment vous donner les clés pour reprendre en main votre système d'information et prendre des bonnes décisions. Démarrons sur le sujet souveraineté et indépendance. On en parle beaucoup en ce moment, la souveraineté numérique. On parle d'indépendance technologique aussi, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et je me tourne vers Datacor, vers Laurent, pour commencer à répondre à cette question. Qu'est-ce que ça signifie, la souveraineté numérique ou l'indépendance technologique? La liberté, en fait. La liberté du choix du constructeur, la liberté du choix de son infrastructure, la liberté vraiment de sa pile technologique, pour moi, c'est ça. Il se passe beaucoup de choses sur le marché depuis quelques années. Hein. Il y a eu des rachats, c'est pas toujours évident. Le client qui est en bout de chaîne subit un petit peu les stratégies des uns et des autres qui se rachètent. Donc, on est un petit peu prisonnier des décisions qui sont faites sur des strates bien au-dessus. Donc, avoir une approche purement logicielle et être libre de ses choix et pouvoir à tout moment changer d'infrastructure, c'est vraiment important. C'est ce qu'on voit, nous, beaucoup ces dernières années. Je dirais que, oui, c'est vraiment le fil conducteur, c'est de pouvoir de plus être pieds et poings liés à un constructeur, à une solution. Voilà, la souveraineté. Alors, on y reviendra plus en détail après sur d'autres questions, mais... Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette partie de souveraineté? Ouais, je voudrais peut-être rajouter un point, parce que François Aubriot, là, qui est dans le chat, là, nous parle d'indépendance stratégique. Je trouve que c'est une bonne façon d'aborder le problème. La souveraineté n'est pas forcément un sujet qui est directement l'affaire des entreprises, mais l'autonomie stratégique ou l'indépendance stratégique, c'est au cœur du sujet, en fait. C'est comment, comme le disait Laurent, comment faire en sorte d'assurer une forme de résilience en ne mettant pas tous nos œufs dans le même panier, en choisissant des solutions interopérables et pouvoir s'assurer de la continuité des services si des conditions tarifaires, contractuelles, géopolitiques venaient à changer et à contrarier les plans. Eh bien, comment peut-on s'assurer d'un plan B ou en tout cas d'une continuité du service, justement en travaillant sur cette ouverture. Donc, pour moi, la souveraineté, c'est plus un problème de résilience et d'autonomie que quelque chose qui a trait à des drapeaux ou à des nations ou à des groupements nationaux. Effectivement, on utilise de moins en moins le mot souveraineté qui pose souvent beaucoup de débats, de questions. Et c'est vrai que l'indépendance est le mot qu'on va tendance à beaucoup plus utiliser. Et effectivement, pourquoi, et peut-être pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, pourquoi on s'est projeté en fait dans ces nouveaux modèles. Ça fait déjà plusieurs années que ces questions sont sur la table, sont échangées avec nos clients, nos partenaires, et effectivement, on voit aujourd'hui, à travers certains changements, que c'est de plus en plus prégnant, à la fois pour nous, alors là, je vais parler pour nous, Exodata, en tant qu'hébergeur, infogéreur, mais aussi pour nos clients. Et donc, vraiment, c'est un élément qu'on travaille, et dans la stratégie qu'ont les entreprises, de se poser des bonnes questions sur comment je remets ça au centre et comment j'apporte aussi de la valeur avec ça. Parce que dire je veux être souverain, déjà aujourd'hui, avoir 100% de souveraineté, c'est quand même assez compliqué. Et en plus de ça, ça a souvent un coût. Donc la vraie question, c'est comment j'arrive à mettre en place un dispositif, des éléments technologiques, techniques dans mon entreprise, avec une volonté de reprendre la main et d'avoir la capacité de maîtriser ce qui se passe demain, parce que c'est pour nous en tout cas le principal point qui induit ce changement. Merci pour ces partages. L'histoire d'Exodata, dont on vous parle sur l'ensemble des webinaires depuis 4 épisodes maintenant, a démarré il y a 2 ans sur le souhait de changer d'hyperviseur. Et à l'origine, on avait déjà une réflexion sur l'indépendance technologique, sur la souveraineté, parce que c'est aussi une de nos valeurs.
Sauf que on a pris du temps pour faire ces choix-là. On a décidé de changer d'hyperviseur il y a 2 ans. On avait envie de tout changer d'un coup. Mais aujourd'hui, on parle de Big Bang, de dire est-ce que finalement c'était une bonne idée de tout changer d'un coup, de faire cette transition et de se dire ok, en fait, on prend toutes les technos qui sont pas maîtrisées, souveraines ou qui nous rendent dépendants et on change tout d'un coup. Mais concrètement, est-ce que c'est une bonne idée de tout changer d'un coup ou est-ce que c'est une bonne idée de faire ce Big Bang? Je me retourne encore une fois vers Jonathan parce qu'on l'a vécu de l'intérieur, ce Big Bang, et est-ce que c'était une bonne idée? Alors, c'est une bonne question et évidemment, il y a plein de réponses à ça. En fait, aujourd'hui, la question n'est pas tant de savoir si on va faire un Big Bang ou pas, c'est plus de savoir où j'en suis, quels sont mes objectifs et comment je veux y aller. Très clairement, en fonction, et nous on accompagne que ce soit des très grandes structures, du CAC 40, des ETI, mais aussi des plus petites structures. Et donc, en fonction des problématiques de nos clients, on a globalement 3 grandes approches qui ressortent. La première, c'est j'ai besoin, parce que des contraintes technologiques, de sortir d'une technologie. Sans la citer, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui viennent nous voir sur des problématiques de licensing VMware. Et donc, aujourd'hui, il y a des solutions qui nous permettent de sortir de VMware sans tout changer. Donc, on n'est pas dans un Big Bang. Le changement d'hyperviseur, c'est impactant, ça a des impacts, mais ce n'est pas pour ça que je vais changer mon matériel, mes solutions de stockage, etc., etc. Donc, dans un certain nombre de cas, en fait, on est capable d'aller isoler le problème et de traiter ce problème. Après, on a des clients qui sont dans des cycles où ils ont plutôt une approche où tous les X années, ils vont changer tout ou quasiment tout de leur infrastructure. Et donc là, se pose la question du Big Bang, mais en général, si on doit aller sur un changement stratégique et un changement avec des nouvelles technologies que le client ne maîtrise pas forcément, on a la chance, et notamment avec Vates et Datacor, d'avoir des technologies qui sont capables aussi de faire perdurer les infrastructures qui historiquement devaient être remplacées au bout de 5 ans. Et donc, on va être capable de faire perdurer en fait la couche machine, infrastructure, et d'aller simplement faire des modifications sur l'ensemble des stacks licences. Et enfin, il y a le Big Bang, le vrai Big Bang. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est assez rare qu'on fasse ça. Par contre, en fait, on a un espèce d'effet Big Bang qui peut arriver chez certains clients qui, plutôt que d'aller prendre l'historique et de le transformer, vont d'abord aller tester sur des nouveaux environnements. Donc, par exemple, une nouvelle application qu'ils vont créer. Et donc là, ils vont tout reconstruire autour de cette nouvelle application. Et donc là, ça va leur permettre de tester vraiment dans son intégralité toutes ces nouvelles technologies. Et ensuite, derrière, d'éprouver ça sur le reste de leur infrastructure. Donc voilà. En général, c'est ces 3 grands cas de figure. Évidemment, il y a le cas de figure du Big Bang qui peut arriver, mais c'est assez peu présent dans toutes les transformations qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette partie? Oui, moi je peux juste dire que rapidement, déjà chaque client est unique. Il y en a qui ont besoin de faire un Big Bang parce qu'il n'y a pas le choix. J'ai des clients en tête qui, par exemple, avaient parié sur du VxRail chez Dell. VxRail, c'est fini, c'est arrêté. Donc au moment, on n'a plus le choix. On est obligé de tout changer et très rapidement. Mais pour autant, aujourd'hui, tout changer, on sait ce qui se passe au niveau du matériel, c'est compliqué, les investissements. Donc, en ayant une approche logicielle, à nouveau, je ne vais pas me répéter, mais là, ce qu'on propose actuellement chez certains de nos clients, c'est de dire, conservez le matériel, les serveurs que vous avez,
on va retirer VxRail, on va formater et on va réinstaller, pourquoi pas, du Vates et du Datacore. En ayant cette approche purement logicielle, voilà, on peut réutiliser du matériel existant, peut-être pour 2-3 ans, le temps que ça se tasse, ou alors on peut se dire, effectivement, j'arrête tout, je laisse tomber et je pars en full hébergement chez Exodata aussi. Donc, chaque client est unique. On peut vraiment... voilà, c'était ce que je voulais compléter. Très très rapidement, parce que je ne sais pas combien de temps on a, mais je pense qu'effectivement le Big Bang c'est quelque chose d'assez rare. En revanche, pour revenir sur les valeurs qu'on a mis en exergue en introduction, cette notion d'ouverture et d'interopérabilité, c'est celle qui facilite une migration progressive, de pouvoir soit effectivement décider à terme de migrer l'intégralité des infrastructures vers un autre fournisseur ou de maintenir une forme d'infrastructure hybride ou diversifiée. Et ce Big Bang-là, dans ces cas-là, il n'existe pas. Il consiste au contraire à identifier des parties de l'outil de production qui doivent être migrées sur tel fournisseur ou telle infrastructure ou tel autre outil de production ou partie de l'outil de production qui doit rester sur l'infrastructure existante pour de très bonnes raisons, et celles qui doivent être migrées doivent être migrées pour d'autres très bonnes raisons aussi, qui peuvent être, encore une fois, des problèmes de performance, des problèmes tarifaires, des problèmes d'autonomie stratégique, comme on en a parlé. Donc le Big Bang, en fait, nous, on l'observe assez peu, et c'est assez rare, et merci d'ailleurs à Exodata d'avoir fait ça, mais c'est pas le seul cloud provider avec qui on travaille qui fait ce genre de choses. C'est-à-dire d'identifier que leur indépendance stratégique dépend de choix critiques, et ces choix critiques, à un moment donné, ils doivent faire l'objet d'une décision importante, et donc de mettre en route un plan de transformation, un plan de migration. Effectivement, il y a 2 ans, quand Exodata a décidé de changer son hyperviseur, on en a profité pour faire un Big Bang, c'est-à-dire changer aussi pas mal de choses, les technologies, le matériel, les solutions, les acteurs de l'écosystème qui nous accompagnent, comme vous. Mais finalement, ce sont nos clients qui nous ont apporté aussi un peu d'humilité, puisque certains sont venus nous voir et qui étaient clients, pas forcément côté cloud et hébergement, ils nous ont dit, en fait, on a les mêmes problématiques que vous. On a vu certains modèles économiques qui ont été un petit peu déroutants et qui nous font nous poser des questions. Est-ce que ce serait possible d'avoir finalement un accompagnement et d'avoir un changement plus doux ou hybride, avec à la fois des technologies qui peuvent changer de tarif régulièrement, ou d'autres qui sont open source. On parlait d'ouverture tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien faire un petit focus aussi sur le modèle économique, parce que c'est nous ce qui a été le déclencheur du changement au-delà de l'ambition de souveraineté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui perturbe beaucoup les clients, l'écosystème qu'il y a autour de nous. C'est à un moment, on se rend qu'on n'a plus le choix. Mais c'est quoi, on va vers quoi demain finalement? Comment on calcule notre ROI? Qu'est-ce qu'on y gagne à changer de technologie pour aller vers un modèle aussi économique différent? Ça a pu être brutal pour certains, d'autres sont encore en train de payer les pots cassés parce qu'ils n'ont pas fait le changement ils n'ont pas lancé de projet pour faire de changement de techno. Moi, j'ai envie de me tourner cette fois-ci vers JB pour parler du modèle économique de Vates qui se veut être plus adapté aux besoins des clients et avec une technologie open source. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, JB. Oui. Alors d'abord, en fait, effectivement, l'open source, il n'y a pas de notion de licence. J'ai vu qu'on mentionnait licence dans le chat. En fait, évidemment, quand on a un code ouvert, il appartient à tout le monde, il n'y a pas de propriété, et donc tout le monde peut télécharger le code, l'exécuter, le compiler, l'exécuter, et tout va bien, et c'est très très bien comme ça.
En revanche, quelquefois, les entreprises, et souvent d'ailleurs, ont besoin d'avoir une forme d'assurance, un support technique qui va leur garantir qu'une fois mis en production, les fonctionnalités auxquelles elles s'attendent et dont elles ont besoin sont effectivement opérationnelles et que si jamais un problème arrive, il y a quelqu'un derrière pour les aider. Et donc nous, c'est ce que l'on vend chez Vates, on vend du support technique. Et donc c'est déjà une très grande différence puisqu'on n'est pas assis sur une rente de situation qu'on pourrait considérer qui est le modèle de la licence. En fait, on vous vend une licence et puis au revoir, messieurs, dames, revenez l'année prochaine lors du renouvellement de licence. Nous, en fait, on vend du support technique. Et donc, moins on a d'appels clients, mieux c'est. Donc, notre intérêt, c'est que, effectivement, le logiciel fonctionne parfaitement et que le support technique soit extrêmement efficace. Le deuxième chose, c'est que on a décidé, il y a très longtemps, de ne pas facturer le support technique au nombre de corps, enfin de cœurs de CPU, ou au nombre de machines virtuelles, ou au nombre de gigaoctets de je ne sais quoi. On a décidé de facturer au nombre de machines, au nombre de serveurs physiques. Donc, que vous ayez un serveur qui fasse tourner 5 machines virtuelles ou qu'il en fasse tourner 1000, ce sera le même prix pour le client et c'est une volonté pour nous d'offrir cette lisibilité qui est essentielle aujourd'hui pour les DSI, qui est de la prédictibilité des coûts d'infrastructure. Et là, en faisant un modèle de pricing tel que celui que je viens de décrire, on permet au DSI de calculer directement l'évolution des coûts du logiciel parce que c'est directement lié au nombre de serveurs physiques qui sont déployés. Donc, on a une fonction directe du CAPEX et, non, et pas une inflation des coûts qui varierait en fonction de je ne sais quel autre critère qui est déconnecté de l'opérationnalité du système. J'ouvre la parole si d'autres personnes veulent rebondir sur le sujet des modèles économiques. Le modèle économique chez Datacor est toujours le même depuis. Datacor a été créé en 98, donc au siècle dernier. On a toujours la même approche. Par contre, nous, on est effectivement au modèle pay as you grow. On est au terabyte granulaire. Donc, plus on augmente en volumétrie, plus on rajoute de la licence du terabyte. Après, il n'y a pas d'option de fonctionnalité. Tout est inclus chez Datacor en termes de gestion de stockage, performance, disponibilité, sync provisioning, auto-tiering, tout est inclus, quel que soit le matériel, quel que soit le stockage, la puissance, que ce soit du NVMe, du SAS, du SATA, quel que soit l'hyperviseur, quel que soit le protocole de stockage. Donc on est sur cette approche purement logicielle parce que c'est difficile aujourd'hui de demander à un DSI de lui dire voilà, trouve une solution pour les 5 prochaines années. C'est pas évident, il peut se passer plein de choses en 5 ans. On peut racheter aussi d'autres sociétés, il peut y avoir... Donc, avec une approche purement logicielle, on a droit aussi à se tromper dans un design et on peut toujours faire évoluer, ouvrir le capot, rajouter du matériel. Voilà, donc pour le parti économique, nous, on est sur un modèle de licence en souscription au terabyte, tout à fait transparent. Alors, pour rebondir, et c'est intéressant, nous, en fait, le modèle économique n'a pas été notre premier moteur de choix. En fait, il s'est, entre guillemets, quasiment imposé à nous suite à quelques événements que vous connaissez bien tous. Mais la première question, et elle reboucle avec le premier sujet qu'on a abordé, était plutôt l'indépendance qu'on n'avait pas, en fait, et qu'on voulait récupérer. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce projet de sortie de VMware. Donc vraiment c'est important parce que effectivement on peut se poser la question avec voilà, tous les éléments qu'on connaît d'axer cette sortie uniquement sur la partie prix, mais je pense qu'il ne faut pas voir que le prisme économique. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, effectivement les modèles économiques qui sont proposés par nos partenaires, que ce soit Vates ou Datacor, et les partenariats qu'on a ensemble, font qu'aujourd'hui on est capable de répondre à des enjeux forts de nos clients, de limiter l'augmentation des coûts et de ne pas avoir une corrélation entre l'augmentation du marché et l'augmentation de nos coûts. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, on le voit bien, il y a des gens qui
quand on fait des demandes pour acheter du matériel pour des clients ou pour nous-mêmes, on prend 30, 40, 50, 60% d'augmentation. Sur le disque, la même chose. Sur les licences, la même chose. Le fait d'avoir cette indépendance, d'avoir co-construit aussi nos modèles avec des partenariats forts, fait qu'on est capable de limiter l'impact de ces augmentations chez nos clients. Donc nous, évidemment, notre rôle de cloud provider nous impose aussi un petit peu ce modèle-là. Mais comme on accompagne aujourd'hui de plus en plus de clients dans ces réflexions-là, c'est aussi des éléments qu'on va venir travailler avec eux, et notamment en phase amont, dans les phases de réflexion sur la sortie de telle ou telle technologie. OK, il y a le modèle économique, mais pas que, parce qu'on le sait aussi, on peut sortir d'un modèle économique pour se réenfermer dans un autre modèle. Donc là, l'idée, c'est absolument pas de faire ça, et c'est, comme on disait, de garder une indépendance, en tout cas de se créer plutôt une indépendance qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Merci à tous. Je regarde l'heure et ça fait déjà 30 minutes que notre webinaire a démarré. Si je résume tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, à nos auditeurs qui êtes là, c'est vous vous posez la question de changer d'hyperviseur. Vous avez changé, vous êtes en train de changer. Au final, la première question, c'est comment garder votre liberté, votre indépendance stratégique dont on parlait au début. Donc, finalement, pour prendre la meilleure décision, quelles sont vos valeurs, quels sont vos choix stratégiques. On a parlé du modèle économique, effectivement, pour investir et pour choisir d'aller dans un sens, il y a aussi une réflexion autour du ROI, et avoir de la visibilité sur 3 à 5 ans est toujours plus rassurant que de se dire si ça se trouve dans 6 mois, tout ce qu'on avait prévu n'est plus du tout à l'ordre du jour, parce qu'on est dépendant d'un provider qui va nous augmenter les tarifs du jour au lendemain. Et enfin, on a parlé aussi de la partie, ce que j'ai appelé Big Bang, c'est-à-dire est-ce que ce projet de transition et de changement d'hyperviseur doit arriver d'un coup d'un seul avec tous les tenants qui changent, ou alors se dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire un travail hybridé, avoir une transition adaptée à nos besoins. Et l'objectif de ces 4 webinaires et de ce webinaire de conclusion, c'est de vous montrer qu'on vous accompagne. Exodata, Vates et Datacor sont là pour vous accompagner à toutes ces étapes. Choisir les solutions qui vous correspondent, être bien sûr que l'investissement que vous faites et l'impact que ça aura chez vous aura un sens dans le temps. Et enfin, vous accompagner dans le pragmatique, dans le concret du changement, de l'accompagnement technologique et humain. Et c'est pour ça qu'on a créé ce webinaire sur l'offre Next Infra. Je vous remercie de nous avoir suivis sur ces 4 épisodes qui sont disponibles en replay, à la fois sur notre page site web que Anna va vous partager dans le chat, mais aussi sur notre chaîne YouTube, sur nos LinkedIn respectifs, donc Exodata, Vates et Datacor, on partage aussi le replay. Et pour vous qui êtes en live aujourd'hui ou qui étiez inscrits, vous allez recevoir le replay dans la foulée. Pour les plus curieux, nous avons aussi créé un playbook, un PDF qui se veut ludique pour accompagner concrètement ceux qui souhaitent se mettre en mouvement pour un changement d'hyperviseur. Et je conclus cette session de 4 webinaires. Je vous remercie, Jonathan, JB et Laurent, d'avoir participé à ce dernier épisode. Et à tous, bonne journée, bon appétit ou bonne nuit en fonction de là où vous êtes. Et puis, je vous dis à bientôt en ligne. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.